Monsieur le ministre, cher Hervé Guémard, Monsieur le Président de la Fédération des producteurs d'oléagineux et de protéagineux, cher Arnaud Rousseau, Monsieur le Président de Terre Univia, cher Antoine Henrion, Monsieur le Président de Terre Innovia, cher Gilles Robillard, Monsieur le gérant du groupe Avril, cher Jean-Philippe Huyghe, Messieurs les présidents Thirouin et Perraube, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les intervenants, agricultrices, agriculteurs. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour conclure cette journée importante dédiée à votre filière. Je tiens à vous remercier très sincèrement de m'avoir invité à conclure ces travaux et vous féliciter pour l'organisation de ces rencontres. J'en suis convaincu, de telles rencontres sont des lieux de dialogue, de partage, permettant de faire avancer votre belle filière, de permettre de faire avancer cette filière face aux défis auxquels elle est aujourd'hui confrontée. Alors vous avez choisi comme axe pour ce colloque celui de la souveraineté et notamment de la souveraineté alimentaire et de production. Je crois pouvoir dire que vous connaissez désormais ma vision sur cette question de la souveraineté, puisque ce fut, je le crois, le premier mot que j'ai prononcé voilà 1 an et demi lorsque j'ai été nommé à la tête de ce ministère, en disant que pour moi la seule vision politique de ce ministère serait celle de la souveraineté agroalimentaire de notre pays. Parce que oui, la France est une grande puissance agricole, puisque oui, il ne peut exister de pays fort sans agriculture forte, et que donc oui, la France doit le rester, et le rester grâce à votre action, grâce à vos filières, comme cette filière oléoprotéagineuse. Je crois pouvoir dire également que depuis le début de la charge de ce ministère qui m'incombe, nous ne cessons d'agir en ce sens. Je sais que vous connaissez cet engagement et les priorités données. Mais au moment où je dis ça, je partage le même constat que vous. Et quel est ce constat ? Il y a certes des améliorations perceptibles dans certaines cultures en termes d'assolement. Je pense aux cultures de tournesol et d'autres cultures. Mais enfin, au même moment, lorsque vous prenez l'assolement sur le colza, la surface est passée de 1,5 million d'hectares en 2016 à un peu moins de 900 000 hectares cette année. Quand vous prenez l'assolement sur le soja, ceux-ci ont reculé de plus de 15% par rapport à 2020. Et donc ce constat, il est absolument terrible. Il est d'ailleurs d'autant plus terrible qu'au même moment où on a des assolements qui reculent, on constate que nous produisons que la moitié des matières riches en protéines nécessaires à l'alimentation des animaux et que l'agriculture française produit environ seulement 1/3 de la consommation nationale, alors même que celle-ci est en très forte croissance. Et donc face à ce constat cruel que je fais sans concession, je pense que c'est comme ça que nous avançons dans la vie, la question est de savoir comment collégialement on se bat pour inverser la tendance et faire en sorte que cette belle filière oléoprotéagineuse continue à se développer. Et ce constat, je dirais plus, il nous oblige au premier rang, nous, acteurs publics, acteurs politiques, membres de l'exécutif, tout comme il vous oblige, vous, responsables de filière. Et face à ce constat, et en écho à ce que disait le président Rousseau, je voudrais partager avec vous quelques convictions, ou plutôt quelques conditions, évoquées également par Arnaud Rousseau, quelques conditions pour lutter contre ce constat et inverser la tendance. Pour moi, la première des conditions, c'est d'avoir une vision politique claire sur le fait qu'il nous faut avoir cette reconquête de l'indépendance de production dans notre pays. Et quand je dis ça, je le dis avec une forme de sévérité, parce que quand on prend la question des protéines, on est face à un système organisé, et un système organisé depuis plus de 50 ans. On sait bien, et le président Rousseau l'a dit sur la politique agricole commune, mais enfin, on sait bien que la politique agricole commune, dont on va fêter bientôt les 60 ans, lorsqu'elle a été mise en place, elle repose sur un accord entre le continent
européen et le continent américain. Et cet accord, il consistait à dire, nous, Américains, on vous laisse, vous, l'Europe, faire votre politique agricole commune, à une condition, que vous restiez dépendants de nous en protéines. Telle est la réalité, que l'ensemble des cycles, et notamment des cycles de l'OMC, allant du processus du GATT jusqu'à l'Uruguay Round, n'ont cessé de faire perdurer. Et donc la première des choses, c'est d'avoir cette vision politique très claire en disant l'Europe, et singulièrement la France d'ailleurs étant motrice au sein de l'Europe, affiche comme position politique, nous voulons regagner notre souveraineté protéique. Et une fois que j'ai dit ça, il y a un visage qui le montre. C'est ces fameuses aides couplées protéines dont on a tant et tant parlé au nom de la politique agricole commune. Vous savez, ces aides protéines de la politique agricole commune, lorsque j'ai proposé au Conseil européen de l'agriculture de les augmenter conformément aux arbitrages que je rendais, quelle fut la première réaction? Il n'est pas possible d'augmenter les aides couplées protéiques dans un État membre parce que les cultures de protéines ne sont pas des cultures en souffrance, des cultures en souffrance. Je répondais avec force, ça n'est pas une culture en souffrance, c'est une culture stratégique de souveraineté. Ah oui, mais cela ne rentre pas dans le mécanisme. Je me suis battu pour faire en sorte que les cultures dites stratégiques, comme les cultures de protéines, puissent re-rentrer dans une conception qui, pour moi, est la conception première de cette politique agricole commune, c'est-à-dire une politique de souveraineté. Nous avons eu gain de cause et nous avons pu faire en sorte que ces aides couplées protéiques puissent augmenter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je le dis parce que, évidemment, vous y serez les premiers associés, nous sommes en train d'organiser cette dynamique protéique européenne. Nous organiserons dans les prochaines semaines un événement européen sur la question avec d'autres homologues. Nous nous battrons dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne sur la question des clauses miroirs. Je sais que vous en avez parlé cet après-midi. Et oui, nous nous battrons également pour faire en sorte que soit dans la présidence française de l'Union européenne, mais plus encore un peu après, lorsque les actes délégués de la stratégie Farm to Fork seront mis sur la table des co-législateurs, nous nous battrons pour faire en sorte que les études d'impact dignes de ce nom puissent être mises sur la table pour s'assurer que le rôle premier de l'agriculture, qui est le rôle nourricier, soit bien pris en compte. Parce que, comme vous, je constate que lorsqu'une politique publique conduit à réduire de 12 à 13% les surfaces de production alimentaire européenne, eh bien ça me pose un énorme problème. Parce que notre première mission, c'est une mission nourricière et que, plus exactement, l'une des missions de l'Europe est d'avoir une mission nourricière et d'une mission nourricière exportatrice. C'était déjà le cas avant, ça le sera encore plus demain avec les effets du réchauffement climatique. Le deuxième volet de cette vision de reconquête européenne, elle passe évidemment par la politique agricole commune. Et là, sans être trop long, mais refaisons juste un peu d'histoire récente. Il y a 2 ans et demi, la politique agricole commune, c'était 25% de budget en moins au niveau européen. Pourquoi? Parce que certains considéraient que l'agriculture n'était plus un facteur stratégique des politiques économiques européennes. Un non-sens. Nous nous sommes battus et le président de la République française s'est profondément battu là-dessus. D'abord, nous avons eu gain de cause. Les budgets ont été maintenus. Et je dois le dire, même au-dessus des éléments, souvenez-vous, ceux qui étaient à l'époque autour des bureaux, même au-dessus des points d'atterrissage que nous espérions, ils ont été maintenus. Puis nous avons fait un certain nombre d'arbitrages, et dans ces arbitrages, vous avez vu à quel point j'ai voulu décliner l'importance, l'impérieuse nécessité de soutenir ces productions de protéines, de légumineuses dans notre pays, au regard des arbitrages que j'ai pu rendre sur les aides couplées ou sur les programmes opérationnels. Il en va de notre souveraineté protéique, il en va également de l'intérêt de vos productions et des productions d'élevage pour l'autonomie de ces derniers. Et puis, ce volet de la politique agricole commune, le troisième élément, c'est un élément qui vous concerne et qui vous concernera au quotidien à partir de 2023, c'est le sujet de l'éco-régime. Alors l'éco-régime, évidemment, a fait couler beaucoup d'encre parce que l'éco-régime, c'est des demandes supplémentaires faites aux agriculteurs. Faut pas le nier, c'est vrai. Je crois pouvoir dire en revanche qu'on a beaucoup travaillé collégialement, mais alors vraiment beaucoup travaillé collégialement pour faire en sorte que cet éco-régime, il soit 1, accessible, 2, crédible, 3, pragmatique. Et vous m'avez déjà entendu le dire,
Si les précédentes PAC ont été vécues par les agriculteurs comme les PAC de la jachère, combien de fois on se l'est dit dans les campagnes, j'ai toujours dit que cette nouvelle PAC au titre de l'éco-régime devait être perçue comme la PAC des protéines, j'ai rajouté aussi une virgule, et des haies. Pourquoi des protéines et des haies? Parce que l'éco-régime donne un bonus très particulier, une prise en considération très particulière pour les protéines. Cette nouvelle PAC, cet éco-régime, il ne faut pas qu'elle incite à faire plus de jachère. Il faut qu'elle incite à faire plus de protéines. Telle a été la conception que nous en avons faite et telle sera toujours la façon que j'aurai de me battre dans le cadre de la validation du plan stratégique national au niveau européen qui, comme l'a dit le président Rousseau, doit intervenir au courant de l'année 2022 et le plus rapidement possible à l'évidence. La deuxième condition, au-delà de cette vision politique, la deuxième condition, c'est l'investissement. Si on veut relocaliser, si on veut regagner en souveraineté, il n'y a pas d'autre sujet que d'investir. Alors l'investissement, c'est évidemment le fameux plan protéines. Vous en avez beaucoup discuté depuis ce matin ou cet après-midi. J'ai vu les différents comptes rendus de vos échanges. Ce plan protéines, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y en a déjà eu par le passé. Mais force est de constater que jamais nous n'avions mis autant, nous, pouvoirs publics, autant de financement dans un plan protéines. 120 millions d'euros sur ce plan protéines. Le deuxième élément, c'est que ce plan protéines, et j'insiste dessus, il a été conçu en grande partie par vous. Et c'est très bien ainsi. Ce plan protéines, c'est avant tout votre plan protéines, vous les acteurs des territoires, pour faire en sorte qu'il se mette en œuvre. Et aujourd'hui, au regard du développement de ce plan protéines, qu'est-ce que je constate? Qu'effectivement, il y a un déploiement fort, des milliers d'exploitations qui ont eu recours à l'investissement dans les agroéquipements, qui plus est, un déploiement fort dans les cadres des projets de filière, puisqu'au moment où je vous parle, c'est 56 projets de filière qui ont d'ores et déjà été retenus. Et pourquoi j'insiste dessus? Parce que je crois profondément à cette approche filière. Je pense que je prêche des convaincus, mais cette approche filière est absolument essentielle. Cette approche intégrée, comme vous dites, il est au cœur de ces efforts de structuration qui sont les seuls à même de faire en sorte que nous arrivions à tenir nos objectifs. Et puis je rajouterai un troisième élément sur cet investissement et ce plan protéines, c'est la question de la recherche et de l'innovation. Vous savez que dans le cadre du plan protéines, 20 millions d'euros sont dédiés à la recherche et à l'innovation. Il le faut, nous continuerons ainsi. C'est quelque chose de très important et je voudrais saluer les travaux des instituts techniques sur le sujet. Alors la troisième condition, c'est évidemment, et vous l'avez dit Arnaud, c'est évidemment la question du changement climatique. Parce que cette question du changement climatique, comment fait-on pour l'appréhender? C'est absolument essentiel, que ce soit sur les facteurs de production comme l'eau, ou que ce soit sur la question des crises, et notamment des crises phytosanitaires, qui, à l'évidence, ont un lien avec les effets du changement climatique. Et comme le disait Pisani, moi je crois que ce qui souvent a fait beaucoup de mal à l'agriculture, c'est que nous nous sommes perdus dans des détails et nous en avons oublié l'essentiel, en tout cas en termes de politique publique. Je dis ça parce que Hervé Guémard le sait bien, lorsque j'ai été ministre, il s'avère qu'on se connaît depuis fort longtemps avec Hervé, mais lorsque j'étais ministre, nous sommes très vite vus avec Hervé Guémard, et Hervé Guémard me disait je suis le dernier ministre de l'Agriculture à avoir eu institutionnellement une compétence sur l'eau. Sans faire ombrage à Hervé qui a dû nous quitter parce qu'il avait un engagement, ça fait déjà quelque temps. Mais comment pouvons-nous expliquer que depuis 20 ans, la question essentielle de l'eau ne soit pas gérée aussi par le ministère de l'Agriculture? Et pourquoi je dis ça? Parce que, à ne pas vouloir aborder ce sujet si complexe que l'eau, dans la complexité des positions, on en vient à créer des postures et on en perd toute pensée. Et ce faisant, on ne fait pas avancer les choses. Et c'est pour ça que le président de la République nous a demandé, avec ma collègue Bérangère Abba, d'organiser ces assises, ce Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, qui, j'en suis sûr, fera date, parce que remet également au centre du ministère de l'Agriculture la question de la pensée de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, et permet d'avancer de manière
pragmatique et déterminée sur ces sujets. Alors oui, la question de la gestion en eau, c'est une question extrêmement complexe. Le conflit d'usage de l'eau, ça existe depuis fort longtemps, depuis même que l'homme s'est sédentarisé. Il nous faut trouver des questions d'équilibre, il nous faut agir dans la concertation, mais une concertation, ça ne peut pas durer 10 ans, sinon plus personne n'y croit. Et 2, lorsqu'il y a eu concertation, lorsqu'il y a eu décision, eh bien, il doit y avoir, dans un pays démocratique, respect des décisions, et je condamne à mon tour, de manière la plus solennelle possible, les dégradations qui ont eu lieu en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres, et j'ai une pensée et un soutien vis-à-vis des forces de l'ordre qui ont été blessées et des agriculteurs qui ont été victimes de ces actes. Et donc, il faut continuer à avancer avec détermination sur ce sujet, sachant que sur ce Varenne de l'eau, il y a un rôle, une responsabilité qui vous incombe, vous le savez, c'est dans le deuxième groupe de travail de ce Varenne de l'eau et du changement climatique, qui concerne notamment l'adaptation et la protection des cultures, sur lequel les instituts techniques et vous, filières, œuvrez avec beaucoup de force. Et puis revenir à l'essentiel, c'est aussi parler de la prévention, ou plutôt la façon de se protéger quand un aléa climatique survient, quand un épisode de gel vient ravager les cultures ou un épisode de sécheresse. Évidemment, c'est la question de l'assurance récolte, de la couverture des risques. Aujourd'hui, y compris en grande culture, c'est à peu près 3 agriculteurs sur 10 qui bénéficient d'un dispositif assurantiel de l'assurance récolte. Non pas que les autres ne soient pas des bons gestionnaires, mais tout simplement parce que les autres considèrent que le système est à bout de souffle, pas assez attractif, beaucoup trop compliqué. Et c'est une réalité. Regardez, la dernière grande sécheresse a conduit, à l'issue de cette grande sécheresse, à un nombre inférieur d'assurés l'année d'après qu'il n'y en avait l'année d'avant. Ça en dit long. Et ça, ce sujet de l'assurance récolte, il sera au cœur d'un projet de loi que je présenterai mercredi prochain en Conseil des ministres, dans une semaine, qui va refondre ce dispositif de l'assurance récolte, qui sera ensuite voté à l'Assemblée nationale à la mi-janvier, puis voté au Sénat quelques semaines après, et je prends un engagement ferme que j'ai déjà pris, il faut absolument que ce projet de loi aille à son bout avant la fin de la mandature. Une fois que ce projet de loi sera adopté, il nous restera beaucoup de travail, parce que le projet de loi, il montre les fondations de cette nouvelle maison, de cette nouvelle fusée de l'assurance récolte et de la couverture contre les risques climatiques. Et demain, il faudra déterminer, une fois que les fondations de la maison auront été faites, la taille des pièces, la couleur du papier peint, c'est-à-dire les différents seuils pour les différentes cultures, etc., etc., etc. Revenir à l'essentiel, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais la quatrième condition, c'est évidemment une condition de marché. Moi, je fais partie de ceux, mais vous l'avez déjà vu, qui a une approche compte de résultats, et je pense que trop souvent, on ne parle pas assez compte de résultats. La question du compte de résultats, elle est essentielle. La question du compte de résultats, elle rapporte d'un côté à la rémunération, de l'autre côté à la question des charges. Sur la question de la rémunération, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, il y a évidemment cette question de la loi Egalim 2, qui est une loi de régulation. Et si je suis très sincère avec vous, si quelqu'un venait nous observer, il se dirait « c'est quand même incroyable qu'ils en soient à devoir faire une loi Egalim 2 ». La loi Egalim 1 était une loi de confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme dirait l'autre. Parfois, le contrôle est impérieux parce que la confiance n'a pas marché. Et c'est ce que nous avons fait avec cette loi Egalim 2, qui est une loi de régulation. Et autant je suis un fervent défenseur de l'économie de marché, autant que l'économie de marché ne marche pas suffisamment, il faut avoir le courage de prendre des volets de régulation. C'est ce qu'on a fait avec la loi Egalim 2, mais la loi Egalim 2, là aussi, ne nous trompons pas. Cette loi Egalim 2, ce n'est pas une baguette magique. Cette loi Egalim 2, elle doit maintenant être appliquée. On a le cadre pour rééquilibrer les rapports de force, mais cette loi Egalim 2, elle doit être appliquée. Et mon rôle, et je pouvais être sûr que je mettrais la même détermination, mon rôle sera de faire en sorte que toute l'énergie que nous avons mise avec les parlementaires ici présents, que je salue, pour porter la loi Egalim 2, eh bien cette même énergie soit mise dans les contrôles liés à la loi Egalim 2, et nous l'avons déjà annoncé, nous multiplierons par 4 les contrôles de cette loi. La question des marchés, c'est aussi les événements conjoncturels sur les marchés. Et vous l'avez évoqué, il y a la question des engrais. La question des engrais qui est une très forte préoccupation au niveau national, et je dois le dire, une immense préoccupation au niveau international.
Je suis d'ailleurs, moi, à titre personnel, assez abasourdi quand je vois que le débat sur la souveraineté alimentaire mondiale au regard de ce qui se passe dans les engrais est complètement absent du débat international aujourd'hui. J'ai sollicité la FAO il y a quelques jours en alertant sur la situation, parce que si c'est compliqué en France, c'est compliqué au carré dans beaucoup de pays européens, et c'est compliqué au carré dans beaucoup d'autres pays non européens. Et on va se créer un immense problème alimentaire international face ou suite à sa crise des engrais. Alors il faut agir avec force. Avec force, ça veut dire quoi? C'est pousser les choses au niveau européen. Et vous avez vu que dès la semaine dernière, j'ai poussé un certain nombre de demandes sur les droits de douane qu'on appelle ad valorem pour pouvoir essayer de fluidifier le marché. C'est de bien s'organiser au sein de la filière sur la question des sites de production au niveau national et au niveau européen. C'est d'appréhender, et j'attire l'attention collégiale de tous, sur la question de la logistique dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ça va être un enjeu très important. Et puis, c'est d'appréhender l'avenir avec, là aussi, un regain d'autonomie de production d'engrais, qui plus est d'engrais permettant d'émettre moins de protoxyde d'azote ou autre. Et ça va être l'un des enjeux de France 2030. La question des marchés, c'est aussi la question d'export. Moi, je crois profondément à la fois à nos circuits courts, et vous en avez parlé, et en même temps à nos exportations. J'ai travaillé pendant des années pour favoriser les exportations de France et notamment de céréales vers d'autres pays. C'est très important d'être une puissance aussi exportatrice. Et puis la question des marchés, c'est la question aussi des nouveaux marchés. Vous avez parlé des énergies renouvelables. Nous pourrions parler, mais pendant des heures et des heures, de la question du carbone. J'attire juste l'attention de tous. Le carbone, je partage ce qui a été dit sur le volet européen. Le carbone, aujourd'hui, on a un enjeu, et qui est un enjeu de taille, parce que c'est peut-être la première fois où on arrivera à le faire. Comment arrive-t-on à créer de la valeur économique à partir de la création de valeur environnementale? Et c'est ça la clé. Parce que jusqu'à présent, la création de valeur environnementale n'était pas ou que peu ou que trop peu associée à la création de valeur économique. Avec le carbone, on a un choix devant nous de réussir à concilier les deux. Et puis, pour terminer, la cinquième condition, c'est évidemment les conditions de production. Alors, c'est un point essentiel, c'est un point de tension, parfois d'incompréhension, et je voudrais là aussi être très clair sur la position du gouvernement et du président de la République sur ces questions de conditions de production. La première des choses, et c'est un combat très fort, il nous faut avoir une concurrence équitable au sein du marché commun. Vous l'avez vu, l'éco-régime, ça a été là aussi une bataille de faire en sorte que cet éco-régime il soit obligatoire à tous les pays membres, et nous avons préféré avoir un éco-régime un peu moins ambitieux en volume, mais sans dérogation possible pour les autres États membres. Je crois que c'était très important. La deuxième condition équitable, c'est, pour la première fois, ne l'oublions pas, la PAC a un volet social. Social. Ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Elle a d'abord été économique, elle a ensuite été économique et environnementale, et aujourd'hui elle est économique, environnementale et sociale, et je peux vous dire que c'est la France qui s'est battue pour avoir ça, parce que le dumping social dans les productions agricoles au sein du marché commun, à l'évidence, continue à perdurer, et donc il nous faut avoir la certitude que les États membres ne puissent utiliser des fonds de la PAC s'ils ne respectent pas un socle de conditions sociales tel que défini au niveau européen. Le deuxième volet, et je le dis et je le redis et je le re-redis, y compris sur la position du glyphosate, dont je réaffirme la position que j'ai exprimée à plusieurs reprises, la position c'est pas d'arrêt si impasse. Et je le redis et le redis de la manière la plus claire possible. Il ne faut pas qu'il y ait d'impasse de production. Et le troisième élément, c'est pas de surtransposition. Alors, quand je vous dis pas de surtransposition, là, et c'est de bonne guerre, vous allez me dire « ouais, mais il y a le plan pollinisateur ». Exactement. Alors, sur ce volet, avec la même clarté de tous les débats, le plan pollinisateur, on sait comment il a été décidé. Alors, et je le dis avec d'autant plus de respect vis-à-vis de votre filière, c'est que votre filière n'a pas demandé les dérogations qui ont été à l'origine de l'annonce de ce plan pollinisateur. Et je le sais très bien. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a annoncé ce plan pollinisateur, dont il est important quand même collégialement de se rappeler de l'origine, on a travaillé pendant 1 an de la manière la plus pragmatique possible pour prendre en compte l'ensemble, non seulement des remontées, mais des évolutions. Et là aussi, pour ceux qui se souviennent des demandes initiales
versus de la constitution du plan pollinisateur aujourd'hui, je crois que tout le monde note à quel point le travail il a été fait, et il a été fait de manière intense, et il a été fait de manière très régulière. Et comme le dit Arnaud Rousseau, aujourd'hui on a un défi qui est un défi notamment sur la question de la production scientifique vis-à-vis des questions de température, et sur lequel il nous faut collégialement qu'on puisse apporter des éléments, des réponses, que collégialement on puisse publier les résultats scientifiques, parce que ne l'oublions jamais, l'autorité indépendante qui est l'ANSES se fonde sur des résultats scientifiques, et souvent l'empirisme et l'expérience agricole que je suis le premier à partager n'est pas suffisamment prise en compte quand le résultat scientifique n'est pas publié face à une autorité indépendante d'évaluation. Et j'insiste dessus, et vous pouvez être sûr là aussi de mon accompagnement et de mon engagement dessus. Le deuxième sujet, c'est la question du FOSMET. Je salue ce qui vient d'être dit, mais le FOSMET, je le dis de manière très claire, le FOSMET, c'est en rien de la surtransposition. Hein. Le FOSMET, c'est une décision européenne, en rien de la surtransposition. Et d'ailleurs, pour ceux qui voient comment la France se positionne vis-à-vis du niveau européen, je pense que personne ne peut nous dire que nous sommes sur de la surtransposition. Le FOSMET, ça fait des années maintenant qu'on sait que l'arrêt arrive. Et sur le FOSMET, qui n'est, je le redis, en rien de la surtransposition, il nous faut absolument accélérer les recherches de solutions. Et je vous l'annonce, après discussion, je vous l'annonce, dès 2022, l'État, par les financements additionnels, mettra 2,5 millions d'euros, en complément de ce que vous avez dit, 2,5 millions d'euros de plus pour financer et accélérer les alternatives au FOSMET, qui sont absolument nécessaires, parce que cette autorisation ou non-autorisation européenne, elle s'imposera à court terme à l'évidence. Et puis, il y a une troisième question qui va arriver, puisque vous l'avez tous en tête, c'est la question des jugements du Conseil d'État, et notamment des jugements du Conseil d'État dernièrement sur les zones de non-traitement. Et là, je le redis aussi, parce que je vois arriver les débats entre nous, le Conseil d'État, c'est une juridiction. Ça n'est pas une décision, là aussi, de l'État. Et moi, en tant qu'exécutif et en tant que citoyen, je me dois d'appliquer les décisions de justice. Parce que souvent, quand vous voyez, quand il y a tribunal administratif, on voit le mot administratif, et quand il y a le mot Conseil d'État, on voit le mot État. Non. Il y a une séparation des pouvoirs, et la décision du Conseil d'État, c'est une décision de la juridiction. Alors, cette décision du Conseil d'État, que je ne peux commenter, puisque un membre de l'exécutif ne peut commenter les décisions des juridictions, mais cette décision du Conseil d'État, elle est là aujourd'hui sur la table, et là aussi, il nous faut travailler avec beaucoup d'intelligence, je vais le dire comme ça, pour voir quelle est la mise en œuvre pragmatique que nous pouvons faire de ces décisions de la juridiction. Mais j'attire l'attention collégiale, et vous commencez à me connaître, la clarté dans mes propos, parce que je vois sur tous ces sujets la possibilité de se dire hey, mais comment il peut être crédible en disant il se bat pour ça, alors qu'au même moment on a le FOSMET, on a les ZNT et le plan pollinisateur. Je crois que sur les trois cas, j'ai été très clair avec vous, je serai toujours, depuis le premier jour, toujours très clair sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et l'origine de tout cela. Mais je pense qu'il ne faut qu'il n'y ait aucune confusion dans tout. Et vous avez un engagement de ma part, et je terminerai par là, c'est évidemment, sur toutes ces décisions, pouvoir investir pleinement et pouvoir accompagner pleinement pour trouver les solutions les plus pragmatiques, y compris quand ce sont des décisions qui sont compliquées. Parce que le FOSMET, on ne va pas se mentir, c'est très compliqué, mais il faut le faire. Et que revoir les ZNT, je pense pouvoir dire qu'on avait aujourd'hui déjà beaucoup de sujets sur la table qu'on veut clore, et vous voyez ce que je veux dire. Je terminerai juste sur une question de méthode, et j'en ai fini, et j'en finirai par là. La question de méthode, c'est la suivante. Moi, je crois beaucoup que les 5 conditions que j'ai évoquées, elles sont essentielles, mais elles nécessitent une méthode d'anticipation. On a organisé le plus possible le ministère en ce sens. Une méthode de concertation. Je crois pouvoir dire que même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, on passe beaucoup de temps à concerter et à travailler ensemble, et on a de beaux exemples là-dessus. Et puis la question de l'investissement. Moi, je crois beaucoup que toutes ces transitions, ça passe par l'investissement. Vous avez évoqué le plan France Relance, sur lequel je me suis battu dès mon arrivée pour pouvoir avoir des financements significatifs.
Mais aujourd'hui, on a une deuxième opportunité qui est tout aussi immense. C'est la question de France 2030. Sur France 2030, c'est 2,8 milliards d'euros, 2,8 milliards d'euros que nous avons décidé d'investir comme l'un des 9 piliers de la France de 2030. Et ces 2,8 milliards d'euros, il vient évidemment soutenir un certain nombre de filières, évidemment soutenir les filières que vous représentez. J'en veux pour preuve le détail des 800 premiers millions d'euros sur ces 2,8 milliards que nous avons annoncés il y a 3 semaines, sur le volet recherche, développement, innovation, dans lequel il y a évidemment un tiroir sur les secteurs que vous représentez. Mais enfin, au-delà de ces 800 premiers millions, nous avons encore 2 milliards d'euros de financement sur lequel nous devons co-construire les fondements de ce qui doit être demain les facteurs d'assurer la souveraineté, la force et la puissance de nos productions, de nos agricultures, de notre alimentation au regard des défis qui sont les nôtres. Alors vous avez pu voir les premières orientations que j'ai données sur le numérique, l'agro-robotique, la génétique, le biocontrôle, avec surtout une méthode qui est sur celui de la science. Vous parliez des NBT, je crois que depuis le premier jour, et j'en ai beaucoup parlé à la Commission européenne. Depuis le premier jour, j'ai toujours dit, mais les NBT, comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science, c'est le progrès. Faisons-le avec conscience. Et je note 2 choses très intéressantes. Le premier, c'est que la Commission européenne a présenté au ministre de l'Agriculture le fait que, effectivement, les NBT se différenciaient des OGM. Heureusement, les NBT sont une technique, les OGM sont des organismes. C'est quand même vraiment... ça ne peut pas être la même chose par nature. Mais qu'en plus de ça, il y avait un vrai sujet vis-à-vis de la législation sur les OGM sur laquelle venaient se remettre les NBT et qu'ils étaient prêts à ouvrir le sujet. Et depuis lors, les discussions et les évaluations continuent au niveau européen. Et c'est une très bonne chose. Je note que le Conseil d'État a fait exactement le même parcours récemment, comme vous avez pu le voir, ce qui, là aussi, pour la position que je défends en tout cas, une preuve, un gage du fait qu'il est possible d'avancer et nous devons avancer sur cette question de la science et du progrès. Mesdames et messieurs, un grand merci. J'ai été sûrement trop long, mais je voulais pouvoir, et j'aurais pu vous parler des heures et des heures d'autres sujets. Je n'ai pas répondu à toutes les questions que j'avais notées, mais j'ai déjà beaucoup parlé. Je voudrais juste terminer sur un mot, c'est la question de la temporalité et du temps. Le temps, c'est notre plus grand défi. Alors c'est évidemment le plus grand défi en agriculture, mais le temps, c'est le plus grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Parce que le défi des décisions, il est souvent pas forcément compatible avec le temps des productions. Le temps de la recherche n'est souvent pas totalement compatible avec le temps d'insistance des demandes sociétales. Le temps de l'investissement, il est souvent pas forcément compatible avec le temps de la nature. Et donc nous avons un défi de temporalité immense. Le temps est notre principal défi, et je veux juste que vous soyez assurés d'une chose, c'est que, en tout état de cause, pour ma part, avec ma méthode, avec toujours ce discours de vérité et avec toujours cette même volonté, le temps étant si précieux, je continuerai à agir jusqu'au dernier quart d'heure, au regard et dans la direction de tous les axes que je vous ai indiqués. Je vous remercie. Écoutez, il est temps de, absolument. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous remercie tous du temps que vous avez consacré à cette journée. Je pense qu'elle est riche pour chacun d'entre nous. Et je vous invite maintenant à vous lever et à rejoindre le fond de la salle, enfin, juste derrière, où vous sera servi une collation. Bon retour dans vos territoires et merci encore à tous les organisateurs qui ont passé beaucoup de temps pour la réussite de cette journée. Merci à tous.